Bonjour et bienvenue au webinaire sur les programmes de prévention et de contrôle des infections et le rôle des responsables de la PCI dans les soins de longue durée. Je m'appelle Boys Marufov et je suis chef d'équipe de la PCI à SPO. J'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Un peu de contexte au sujet de ces séries à venir. SPO organise une série de 6 webinaires hebdomadaires pour fournir des renseignements d'orientation aux responsables de la PCI dans les foyers de soins de longue durée, définis dans la loi sur le redressement des soins de longue durée. Cette première séance portera sur des sujets clés que les responsables de la PCI doivent connaître pour bâtir un solide programme de la PCI dans leur foyer. Quelques points d'ordre administratif avant de commencer. Le clavardage a été désactivé pour limiter les distractions. Veuillez poser vos questions dans la fenêtre de questions au bas de votre écran pendant la séance. Il y aura une discussion et une période de questions après la présentation. Les diapositives de la présentation et l'enregistrement seront disponibles dans 2 semaines sur notre site Web. Si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez envoyer un courriel à capacitybuilding@ohpp.ca. Voici les conférencières d'aujourd'hui. Laurie Schatzler et Sarah Eden. Laurie est spécialiste de la PCI à SPO. Auparavant, Laurie a travaillé comme infirmière en santé du travail en soins actifs et infirmière de soins de première ligne au sein de l'équipe de santé familiale. Elle a aussi été infirmière en santé publique dans plusieurs bureaux de santé publique dans le nord-est de l'Ontario et au Michigan. Laurie a maintenu sa certification en prévention des infections et épidémiologie, CIC, et en soins infirmiers en santé au travail. Elle apporte ses domaines d'expertise à son rôle actuel à SPO. Sarah détient un baccalauréat de l'Université Laurentienne et a suivi des cours supplémentaires en épidémiologie de la lutte contre les infections. Elle détient la désignation des CIC et a été recertifiée par le CBIC. Depuis, elle a travaillé comme assistante de recherche et praticienne en prévention des infections dans un grand hôpital universitaire de soins actifs. Sarah s'est jointe aux réseaux régionaux de contrôle des infections en 2008 et a travaillé comme coordonnatrice de réseau et directrice intérimaire du réseau régional de contrôle des infections. Elle est maintenant spécialiste régionale de la PCI à SPO. Laurie, à vous la parole. Bonjour et bienvenue. Je vous remercie de vous joindre à nous en cette période très occupée. Nous sommes toujours en pleine pandémie de COVID-19. Merci d'être en ligne avec nous. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos partenaires du réseau de la PCI qui sont en ligne. Aujourd'hui, nous allons présenter ce que vous devez savoir pour élaborer votre programme de PCI et vous aider à comprendre les règlements, normes, lignes directrices et pratiques exemplaires applicables. Nous parlerons de certains éléments clés qui font partie intégrante de votre programme de PCI, y compris votre comité de la PCI. Nous parlerons de la façon d'évaluer votre programme de PCI et de chercher des points à améliorer. Et nous parlerons de la formation continue pour appuyer ces activités, ainsi que de votre rôle, y compris votre rôle de leader et d'influenceur dans votre organisme. Nous examinerons un nouveau produit de SPO. Il s'agit d'une liste de vérification qui vous guidera dans votre orientation en PCI, maintenant que vous êtes responsable de la PCI au foyer. Je vais parler des programmes de PCI, puis Sarah parlera du rôle du responsable de ces programmes. Nous répondrons ensuite aux questions. Je suis vraiment emballée par le document de SPO. Nous allons l'afficher sur une nouvelle page Web spécialement conçue pour vous. Elle comprendra cette liste de vérification et la série de webinaires enregistrés.
Ce webinaire est le premier. Ces ressources devraient vous aider à approfondir vos connaissances en matière de PCI. La liste de contrôle est divisée en sections. Utilisez-la pour voir comment vous voulez décrire vos progrès dans votre perfectionnement professionnel et votre orientation. Elle passe en revue les principales sections des composantes de votre programme de PCI, puis la façon de réseauter. Donc, parlons de la création d'un programme de PCI. Comme mentionné, c'est la première séance de la série, alors nous allons nous concentrer sur le programme et votre profession. Pourquoi devriez-vous avoir un programme de PCI? C'est une question que la haute direction pourrait vous poser. Vous faites peut-être partie de la haute direction et vous devez défendre le programme. L'objectif est de réduire le nombre de personnes qui sont exposées à des infections et qui contractent des infections associées aux soins de santé. Qu'il s'agisse de résidents, de travailleurs de la santé dans votre établissement ou de visiteurs, vous ne voulez pas qu'ils repartent avec quelque chose qu'ils n'ont pas apporté. Et vous ne voulez pas qu'ils apportent quelque chose qui exposerait les gens dans votre établissement. Idéalement, nous voulons réduire les infections associées aux soins de la santé et les résultats graves associés à ces infections. Nous l'avons constaté avec la pandémie COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Les résidents ont été touchés de façon disproportionnée par ces résultats graves. Nous voulons aussi améliorer la culture de sécurité au sein de votre organisme. Et cela ne peut pas se faire tout seul. Ça doit se faire en collaboration en tant que groupe dans le cadre d'un programme à l'échelle de l'organisme. Et la haute direction doit soutenir ces efforts. Comment faire? Il y a la loi sur le redressement des soins de longue durée et d'autres exigences législatives, et ce sont des choses qu'il faut faire. Il s'agit de lois et de règlements connexes que votre organisme doit respecter. Ce n'est pas bon à savoir ou bon à faire. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est un exemple. L'autre exemple que vous connaissez est la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et ses règlements. Certains règlements ont beaucoup de poids. Il y a des inspecteurs rattachés à certains ministères, comme le ministère du Travail et le ministère des Soins de longue durée, pour veiller à assurer la conformité. Avec la COVID, certaines directives ont été émises pour différentes disciplines, y compris les soins de longue durée en vertu de la loi sur les foyers de soins de longue durée, où des mesures de PCI supplémentaires étaient requises. Ces directives peuvent changer avec le temps et peuvent être supprimées. Les normes, par contre, ne sont pas imposées par la loi, mais elles sont jugées prudentes. C'est une norme de diligence à laquelle on s'attend dans votre secteur. L'Association canadienne de normalisation en est un exemple. À un certain moment de la pandémie, les respirateurs N95 ont été exigés pour des activités liées à la COVID-19. Un programme de protection respiratoire est donc nécessaire. Les normes CSA l'exigent. Voilà donc un exemple. Les lignes directrices sont des énoncés de pratiques fondés sur des données probantes. Elles sont là pour vous soutenir et guider votre pratique. Elles sont mises à jour régulièrement. Nous avons donné un exemple que vous connaissez peut-être. C'est le document de novembre 2018 du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Nous savons qu'il est mis à jour. Nous avons maintenant 2 ministères, le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée. Ce document visait à aider les foyers et les bureaux de santé publique à gérer les éclosions dans les établissements de soins de longue durée. Les pratiques exemplaires sont fondées sur des données probantes. Lorsqu'il n'y a pas de données probantes, un groupe d'experts est constitué pour formuler des recommandations. Les pratiques exemplaires s'appuient sur une multitude de recherches. Elles sont très pratiques et donnent donc beaucoup de détails sur les aspects précis de la PCI. Par exemple, voici une série de documents sur les pratiques exemplaires qui se trouvent sur notre site Web et qui sont accessibles par l'entremise du Comité consultatif provincial
des maladies infectieuses de Santé publique Ontario. Parlons des éléments clés d'un programme de PCI. Nous en avons souligné quelques-uns ici. Ce sont des aspects communs des programmes de PCI. Vous les voyez ici et nous allons en parler un peu plus en détail. Nous mettons l'accent sur le comité de la PCI dans le cadre de votre programme. Ce comité renforce votre programme. Il assure la pérennité du comité à mesure que les membres arrivent et partent. Vous ne faites pas ce travail par vous-même. Le rôle du comité est de vérifier que les recommandations et les normes en matière de PCI sont respectées. Donc, toutes ces choses, la loi, les mandats, tout ce dont je viens de parler, sont mis en œuvre au sein de votre organisme et sont à jour. Et votre comité peut fixer des objectifs annuels. Il peut évaluer votre programme et vraiment s'assurer que tout est respecté. Et vous pouvez choisir qui fait partie de votre comité. Si vous êtes un petit organisme et que vous n'avez pas de comité de la PCI, vous voudrez peut-être envisager d'en créer un ou considérer un autre comité comme représentation dans votre milieu de travail, afin d'avoir un point permanent à l'ordre du jour pour la PCI. Les politiques et les procédures doivent être conformes à toutes les lois et à toutes les normes dont nous avons parlé. Et elles seront différentes en fonction du foyer et des besoins du foyer. Nous ne recommandons pas d'adopter une approche universelle ou d'emprunter une politique. Les gens veulent souvent emprunter ou peut-être acheter des politiques, mais vous voulez vous assurer de respecter les normes et les exigences législatives et que les politiques sont fondées sur ce dont vous avez besoin dans votre établissement pour vos activités. Assurez-vous d'examiner vos politiques et de les mettre à jour aux besoins. La COVID-19 a amplifié tout cela, vous poussant à vous assurer d'avoir en place tout ce dont vous aviez besoin et de l'examiner régulièrement. Vos politiques peuvent être liées à vos programmes d'éducation. Vous voulez aussi faire élaborer et mettre en œuvre des plans d'action. Comment évaluer votre programme de PCI? Il y a quelques approches. L'une est l'évaluation des risques organisationnels. L'autre consiste à vérifier vos pratiques de PCI. L'évaluation des risques organisationnels examine les risques d'infection dans votre établissement. Du point de vue de la PCI, au niveau organisationnel, quels sont ces risques? Comment les identifiez-vous? Et comment pouvez-vous les atténuer et mettre en place des mesures de contrôle? Vous voulez le revoir chaque année comme base de référence. Et chaque fois qu'il y a des changements importants, vous pouvez l'utiliser pour développer les objectifs de votre programme. Vous pourriez mettre l'accent sur un domaine clé sur lequel vous voulez vous concentrer. Et vous voulez examiner les facteurs qui vont l'influencer, comme votre population résidente et certains des services que vous fournissez, pour vous assurer de respecter les normes. Vous pouvez le faire en consultation avec votre comité de la PCI. Pas besoin de vous sentir dépassé. Vous pouvez choisir un ou plusieurs facteurs sur lesquels vous voulez vous concentrer chaque année pour atteindre vos objectifs. Prenons un exemple. Peut-être que lors de la pandémie de COVID-19 ou en collaboration avec votre réseau de PCI qui vous soutient, vous avez remarqué que la formation sur l'EPI n'était pas donnée de façon uniforme. Certains employés ne portaient pas le bon EPI. Une petite composante du programme pourrait veiller à ce que votre politique sur l'EPI soit mise en œuvre et à ce que les procédures décrivent clairement les attentes, l'éducation et la formation. C'est un petit aspect lorsqu'on souligne un élément de programme et la façon dont une politique et une procédure en font partie. Cela soutient le travail que vous essayez d'accomplir au sein de vos équipes. La vérification des pratiques de PCI vous permet d'examiner ce que vous faites actuellement. Vous voulez cerner les lacunes. Vous devez pouvoir mettre en place des mesures de mise en œuvre. Vous devez ensuite procéder à des vérifications régulières pour voir s'il y a des améliorations.
Ce sont des exemples de pratiques de nettoyage de l'environnement, de respect de l'hygiène des mains et d'utilisation de l'EPI. Les vérifications doivent être effectuées par des observateurs qualifiés. Ils doivent connaître les pratiques exemplaires. Ils doivent être des leaders dans votre organisme, des gens qui ont une bonne réputation ou au moins sont respectés par le personnel. Les vérifications doivent être effectuées de façon non menaçante, sans viser la personne. Leur objectif est d'améliorer vos programmes. Nous recommandons des intervalles réguliers. Si vous mettez en œuvre une mesure, donnez-vous suffisamment de temps pour voir les résultats. Et faites-le assez souvent pour combler les lacunes dès le départ. De cette façon, vous pouvez apporter des changements. Vous voulez aussi vérifier s'il y a des changements à la pratique ou au processus. Ou vous remarquez peut-être des changements dans les taux d'infection associés aux soins de la santé. Cela fait partie d'un programme de surveillance dont nous parlerons au webinaire 2. Vos résultats peuvent être élaborés et ciblés de façon appropriée en fonction des résultats de votre vérification. Vous voulez vous assurer d'avoir effectué suffisamment de vérifications pour obtenir de bons résultats et apporter des changements significatifs. Je suis ravie de vous présenter cette autre ressource. SPO a mis au point une série d'outils de vérification de l'EPI. En voici 4. Ils sont accessibles sur notre site Web dans une section distincte sous la vérification de l'EPI en PCI. Notre document donne un aperçu de la mise en œuvre de ces vérifications de l'EPI dans votre établissement. Il y a un webinaire enregistré que vous pouvez consulter pour soutenir cette mise en œuvre. Il y a aussi 2 formulaires de vérification. Un pour appuyer l'utilisation de l'EPI, l'autre pour vérifier l'utilisation de l'EPI. Vous pouvez utiliser ce dernier formulaire électroniquement. Remplissez les données et vos résultats s'afficheront automatiquement en temps réel. Et maintenant, Sarah va vous parler du rôle du responsable de la PCI. Merci beaucoup, Laurie. C'est super. Laurie vous a donné un aperçu des éléments à considérer au niveau du programme ou de l'organisation pour votre programme de PCI. Je vais me concentrer un peu plus sur le rôle du responsable de la PCI. Diapositive suivante. Vous vous demandez peut-être comment acquérir des connaissances et des compétences pour être responsable de la PCI en soins de longue durée. Le premier point de la diapo porte sur l'éducation et la formation. Le responsable de la PCI doit consacrer du temps et des ressources à l'éducation et à la formation. C'est en quelque sorte la feuille de route et le processus d'orientation mentionné tantôt. Cette liste de vérification est une ressource utile qui peut servir à vous guider tout au long de votre parcours. Il y aura une courbe d'apprentissage si vous êtes novice dans ce rôle en ce qui concerne votre perfectionnement professionnel. Au minimum, les responsables de la PCI doivent s'assurer de posséder et de comprendre les compétences de base en matière de PCI. Ensuite, il y a des ressources comme cette série d'éducation que nous développons et que nous offrirons de façon modulaire. Aujourd'hui, nous vous présentons un aperçu de nombreux domaines où vous voudrez acquérir des connaissances et des compétences. Les prochaines séances vous donneront plus de détails sur ces sujets pour vous aider à déterminer vos besoins en matière d'éducation et de formation. Voici quelques ressources de Santé publique Ontario. Dans la section des cours, nous vous encourageons à consulter la liste des cours approuvés de PCI Canada. PCI Canada est notre association professionnelle nationale pour la prévention et le contrôle des infections. En plus de l'éducation formelle, envisagez d'intégrer une partie de cet apprentissage informel dans votre formation et vos études. Cela peut comprendre, entre autres, les communautés de pratique, la collaboration avec vos réseaux, la participation ou l'adhésion à votre section locale de PCI Canada, le réseautage et d'autres éléments pour compléter les cours officiels ou les cours qui vous intéressent
en vue de perfectionner vos connaissances et compétences. Beaucoup de gens pensent peut-être à la certification en prévention et contrôle des infections en ce moment. C'est une question qu'on nous pose de temps à autre. Avec le temps, en tant que nouveau responsable, vous déciderez peut-être d'obtenir la CIC ou la certification en prévention des infections. Le Conseil de certification du contrôle des infections et de l'épidémiologie propose deux examens différents. C'est le lien CBIC que vous voyez sur la diapo. La CIC, ou Certification en prévention au contrôle des infections, vise à fournir une mesure objective du respect des normes et des connaissances actuelles. Elle est reconnue et respectée dans le domaine du contrôle des infections ainsi qu'à l'extérieur, car il faut posséder un certain niveau de connaissances et de compétences. Il y a des critères d'admissibilité pour pouvoir passer l'examen de CIC. Il faut posséder 2 années de pratique dans le domaine du contrôle des infections et satisfaire aux exigences en matière d'éducation. Ensuite, il faut renouveler la certification de CIC tous les 5 ans pour la maintenir. Il y a aussi un AIPC. Il y a 2 titres de compétences au dernier point, la CIC que je viens de mentionner et l'Associate in Infection Prevention and Control, ou AIPC. Il s'agit d'un examen de certification de niveau débutant. Il mesure la compétence de base en prévention des infections. Il s'adresse aux professionnels débutants en contrôle des infections qui viennent de commencer ou qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la PCI et qui ne répondent peut-être pas encore aux critères d'admissibilité aux examens de CIC. Pour en savoir plus sur la certification, consultez le site Web indiqué. Bon, quelles sont mes activités? Qu'est-ce que ça implique d'être responsable de la PCI? Si vous êtes débutant, vous commencez peut-être tout juste à voir la portée du rôle qui a été influencé par la pandémie de COVID-19 ces derniers temps. Le rôle du responsable de la PCI peut être plus vaste que cela. Vous êtes responsable d'appuyer la mise en œuvre des pratiques exemplaires de PCI dans différents domaines. En voici quelques-uns. Il y a le nettoyage de l'environnement, le retraitement, la surveillance, l'éducation, la santé au travail, la construction, la rénovation, l'entretien et l'aménagement, ainsi que l'administration et l'évaluation des programmes. Il y a beaucoup de domaines en ce moment. Remarquez que j'ai dit « appuyer la mise en œuvre de la PCI ». Vous n'êtes pas la seule personne à vous occuper de ces choses. Mais le responsable de la PCI a un rôle à jouer dans tous ces domaines. Dans les 2 prochaines diapos, je vais vous donner un aperçu de votre rôle. Au cours des prochaines séances, nous examinerons ces sujets plus en détail. Lorsqu'on pense au nettoyage de l'environnement, il est important de reconnaître que l'environnement joue un rôle dans la transmission d'agents potentiellement infectieux dans le milieu des soins de longue durée. Le nettoyage de l'environnement est un domaine où la responsabilité est partagée entre la PCI et le service de nettoyage de l'environnement. Il est vraiment important de favoriser des relations solides et de travailler avec les services environnementaux pour voir où vous pouvez aider, fournir des conseils d'experts et collaborer. Le responsable de la PCI doit comprendre les principes clés du nettoyage et de la désinfection. Il est utile de comprendre certains de ces principes si vous aidez les services environnementaux à choisir un usage approprié pour les produits de nettoyage ou de désinfection. Vous contribuez peut-être à l'élaboration de politiques sur la gestion des déchets, la manipulation du linge ou la gestion sécuritaire des objets pointus et tranchants. Le personnel des services environnementaux pourrait être à risque de blessures liées à des objets pointus ou tranchants. Il y a beaucoup de domaines où vous pouvez collaborer avec les services environnementaux.
Essayez de comprendre le rôle de l'environnement et les risques et la façon dont vous pouvez travailler ensemble pour réduire ces risques. Passons maintenant au retraitement. Le responsable de la PCI doit comprendre et connaître les pratiques exemplaires en matière de retraitement. Le retraitement est une activité importante qui peut avoir lieu au foyer si vous réutilisez du matériel ou des dispositifs médicaux partagés. Le responsable de la PCI doit bien comprendre les pratiques exemplaires dans les domaines du retraitement ainsi que les activités qui se déroulent au foyer. Quel matériel et quels dispositifs sont partagés? Comment sont-ils traités au foyer? Qu'est-ce qu'une pièce de matériel à usage unique? Et comment s'assurer qu'elle est aussi utilisée comme dispositif à usage unique? Dans des séances ultérieures, nous parlerons un peu du système de classification de Spalding. Il s'agit d'un système de classification des dispositifs médicaux. En gros, c'est la façon dont le matériel et les dispositifs sont classés en fonction de l'utilisation et du risque de transmission des agents infectieux. Cela permet de déterminer le niveau de retraitement requis. Différents types de matériel peuvent avoir des exigences différentes en matière de retraitement. Nous y reviendrons plus en détail. L'objectif global est de s'assurer que tout ce qui est réutilisé, qu'il s'agisse du matériel que vous avez au foyer ou de matériel ou dispositifs médicaux apportés par un fournisseur de soins externes, du matériel de soins des pieds ou autre, peut être réutilisé en toute sécurité. Nous parlerons un peu plus de la façon de faire la détermination de ce qu'est le retraitement et des différents niveaux et normes. Enfin, le responsable de la PCI doit bien connaître les mesures de contrôle de la qualité pour assurer un retraitement sûr et efficace. Il peut s'agir de politiques et de procédures, de tenue de dossiers et de vérification. Il faut s'assurer que le système est sécuritaire et que les personnes qui reçoivent des soins ne risquent pas d'être infectées à cause de la façon dont le matériel a été retraité. Les objets réutilisés doivent être tout aussi sécuritaires pour chaque utilisation. Voilà un aperçu de l'étendue des connaissances exigées ou à développer dans le domaine du retraitement. Ensuite, il y a la surveillance. C'est un autre sujet que nous aborderons plus en détail. La surveillance est l'une des principales activités relevant du rôle du responsable de la PCI. Beaucoup de choses peuvent intervenir dans la conception d'un plan et d'un programme de surveillance en fonction de la population. Vous pouvez vous appuyer sur des données antérieures. Vous devez utiliser des définitions et des méthodes normalisées et avoir des renseignements de bonne qualité pour orienter votre programme. Pour ce qui est de la surveillance, il faudra planifier et concevoir le système que vous utiliserez. Ensuite, il y a des méthodes spécifiques de collecte et d'analyse des données de surveillance. Certaines méthodes nécessitent des techniques statistiques qui permettent de décrire avec précision les données que vous avez recueillies et que vous pourrez comparer. Les gens cherchent souvent à comparer les données de surveillance aux données de surveillance antérieures de leur propre milieu, mais il y a d'autres types d'utilisation pour vos données de surveillance. La collecte et l'analyse de ces données, leur interprétation et leur présentation sont aussi très importantes. Ce ne sont pas seulement des chiffres ou des données que vous devez conserver quelque part. Qu'est-ce qu'elles signifient pour votre établissement? Pour votre programme? Il peut y avoir des changements dans votre population. Il peut y avoir de petits indicateurs signalant une évolution des taux d'infection de différents types d'infections.
Vous devez savoir comment évaluer de façon critique certaines de ces données et les interpréter et comment présenter votre surveillance des données aux utilisateurs, par exemple à la haute direction ou au personnel de première ligne, ou à une variété d'utilisateurs. Le but de ce programme de surveillance n'est pas simplement d'avoir des données ou des mesures. Il s'agit en fait d'utiliser ces renseignements pour améliorer la qualité de votre programme de PCI afin de réduire les risques, d'être au courant de ce qui se passe et peut-être de cerner des lacunes ou des points à améliorer dans votre programme de PCI. La surveillance est un élément important des connaissances et des compétences. Vous devez pouvoir mesurer ce qui se passe en matière de PCI dans votre établissement. L'éducation. Le rôle du responsable de la PCI comportera probablement divers types d'activités éducatives. Il peut s'agir d'une formation pour vos travailleurs de la santé ou pour les travailleurs de la santé ayant des antécédents multidisciplinaires. Il peut s'agir de l'éducation des familles, des résidents et, dans certains cas, du grand public. L'éducation peut être un élément important de votre programme de PCI et vous voudrez la développer. Pensez aux objectifs et aux stratégies. Quels sont les besoins en matière d'éducation au foyer, ainsi que les approches de l'éducation qui seront les plus efficaces pour les apprenants et qui auront une incidence réelle sur leurs pratiques. Parfois, une séance d'éducation ou de formation en cours d'emploi peut être suffisante, parfois non. L'éducation en soi n'offre pas toujours une solution complète. Vous voulez vous assurer que les gens qui reçoivent l'information peuvent la comprendre. Qu'est-ce que cela signifie pour mon rôle, pour mes activités quotidiennes? Pensez aussi aux lacunes que vous constatez dans votre surveillance ou votre vérification afin de cibler les domaines clés dans votre éducation pour avoir le plus d'impact. Et réfléchissez aux principes d'enseignement et d'apprentissage des adultes pour créer une bonne expérience pour vos apprenants. On peut faire pas mal de choses grâce à l'éducation. C'est un rôle très important. Mais l'éducation ne suffit pas, à elle seule, à modifier les pratiques. Vous devrez peut-être adapter une partie de votre formation, la combiner à des vérifications pour mieux comprendre les problèmes dans votre établissement. Utilisez les principes d'apprentissage qui conviennent à votre public cible. Adoptez des approches différentes pour différents types de travailleurs de la santé, pour vos familles, les membres du Conseil des résidents et vos résidents. Et collaborez avec d'autres pour mettre en place les programmes et les outils les plus efficaces. En tant que responsable de la PCI, vous intégrerez probablement une grande variété de types d'éducation dans votre programme d'éducation. Le prochain sujet peut faire directement partie de votre rôle de responsable de la PCI ou non, mais il est impliqué d'une façon ou d'une autre. C'est la santé au travail. Dans certaines organisations, on peut demander aux responsables de la PCI de jouer un rôle dans les services de santé au travail ou d'y participer ou d'y collaborer. S'il y a des services de santé au travail distincts, ils travailleront souvent en partenariat avec les services de PCI. Bon nombre d'entre vous l'ont peut-être vécu pendant les éclosions de COVID-19, où vous devez tenir compte à la fois des cas de résidents et du personnel. Les services doivent souvent travailler ensemble s'ils sont distincts. Dans de nombreux établissements, le responsable de la PCI peut avoir certains niveaux de responsabilité en matière de santé au travail dans le cadre de son travail. Mais il y a de nombreuses possibilités de collaboration et il y a de nombreux rôles et responsabilités où la santé au travail et la prévention et le contrôle des infections peuvent se recouper. Un exemple serait l'aide à l'élaboration d'un programme d'immunisation. Il pourrait aussi y avoir des responsables de la PCI qui participent à l'élaboration ou à l'examen des procédures de santé et de sécurité au travail.
Et dans certaines situations, vous pourriez offrir des services de consultation. Il pourrait s'agir de protocoles post-exposition qui pourraient être liés à une maladie à déclaration obligatoire ou à un organisme important dans votre établissement ou pendant une éclosion. Il se peut aussi que vous travailliez avec des employés qui ont peur ou qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour comprendre les risques et les approches de prévention pour leur propre santé et sécurité dans votre établissement. La catégorie de la construction, rénovation, entretien et aménagement relève du rôle du responsable de la PCI dans les soins de longue durée. Vous vous demandez peut-être ce que la construction, la rénovation, l'entretien et l'aménagement ont à voir avec la prévention et le contrôle des infections. Alors, la CREA a une relation très importante avec la PCI et certains nouveaux responsables de la PCI sont peut-être surpris d'avoir un rôle à jouer dans ce domaine. Lorsqu'on parle de la CREA, ça ne concerne pas seulement de grands projets comme la construction d'un nouvel établissement ou l'ajout d'une aile ou d'une unité à un établissement de soins de longue durée existant. Il peut s'agir d'activités à tous les niveaux, comme le chauffage, la ventilation et la climatisation. Il peut s'agir de faire des travaux de peinture, de reconfigurer une pièce, d'installer des climatisateurs portatifs ou de faire des réparations qui nécessitent le déplacement d'une dalle de plafond. Beaucoup de projets peuvent présenter un risque d'infection pour les résidents. La PCI y participe pour s'assurer que la construction, la rénovation, l'entretien et l'aménagement sont effectués en toute sécurité. Et sa participation ne se limite pas au moment où le travail est effectué. Ces activités de la CREA se déroulent habituellement en 3 phases. La phase de planification, la phase de travail et la phase de mise en service. La PCI a un rôle à jouer dans chacune de ces phases du travail. Vous êtes en quelque sorte l'intervenant clé et un membre important qui fournit des commentaires et des consultations dans ces 3 domaines d'un projet. Vous êtes là pour vous assurer que la planification et le travail sont faits de façon réfléchie, ce qui réduit le risque d'infection, et que l'aménagement appuiera vos objectifs de PCI. Et avant que l'espace soit prêt à être réoccupé ou remis en service, les résidents peuvent y vivre en sécurité et vous réduisez le risque d'infection grâce à l'exécution sécuritaire des travaux à toutes les étapes. Nous en parlerons plus en détail. Mais parfois, les gens ne se rendent pas compte que la PCI a un rôle à jouer. Et en fait, ce rôle est vraiment important pour la prévention des infections à toutes les étapes du travail. C'est le rôle de l'environnement ou de l'établissement dans les résultats de santé des personnes qui vivent au foyer, y travaillent et y exercent des activités. La PCI joue un rôle de premier plan dans la construction, la rénovation, l'entretien et l'aménagement. Il y a ensuite l'administration et l'évaluation des programmes. Selon l'idée que vous vous faites de votre rôle en tant que responsable de la PCI, vous pouvez penser que cela ne relève pas de votre responsabilité. Mais le responsable de la PCI doit participer systématiquement à l'administration et à l'évaluation des programmes dans des domaines clés afin de s'assurer que son programme de la PCI est aussi efficace que possible. Il pourrait élaborer, examiner ou commenter les buts et objectifs actuels et participer aux décisions qui déterminent les ressources nécessaires pour atteindre ces buts et objectifs. Vous voulez vraiment participer à certaines décisions concernant la façon dont votre programme de PCI est attribué, administré et évalué. Vous voudrez aussi communiquer ces besoins à l'administration et à d'autres intervenants
pour vous assurer d'être en mesure d'atteindre les buts et les objectifs fixés. Passons maintenant à un autre rôle du responsable de la PCI, influencer et diriger la PCI dans votre établissement. Le responsable de la PCI, si on passe à la diapositive suivante, est un leader et un influenceur. Vous êtes vraiment un personnage clé au sein de votre organisme. Vous donnez des directives et travaillez en collaboration avec les autres. Vous partagez des connaissances et de l'expertise et influencez les décideurs organisationnels. En tant que responsable de la PCI, votre organisme vous considère comme un leader. Selon les normes professionnelles de la PCI, vous devez agir à titre de leader, de mentor ou de modèle pour votre programme de PCI. C'est un domaine où vous pouvez avoir beaucoup d'impact. Vous pouvez chercher des occasions d'exercer une influence au niveau de la création de politiques en vous assurant que les gens sont en mesure d'appliquer les pratiques exemplaires de diverses façons, qu'il s'agisse de donner l'exemple, d'offrir du coaching ou de fournir une rétroaction utile permettant aux gens d'intégrer ces pratiques dans leurs activités quotidiennes. Vous devrez peut-être aussi faire preuve d'innovation et de collaboration dans votre organisation. Le responsable de la PCI, en tant que leader et influenceur, a une responsabilité financière. Votre programme de PCI a 3 objectifs principaux. Protéger les résidents, protéger les travailleurs de la santé, les visiteurs et d'autres personnes dans l'environnement, et atteindre ces objectifs de façon efficace et efficiente et, dans la mesure du possible, de manière rentable. Les responsables de la PCI participent aux décisions liées à la responsabilité financière. Par exemple, ils peuvent fournir des commentaires sur la sécurité et les résultats critiques liés aux exigences du programme ou aux besoins en matériel. Il peut s'agir d'intégrer des évaluations financières à votre évaluation de programme et à vos rapports. Vous pouvez participer à la gestion d'un budget de programme si celui-ci fait partie de votre travail. Si ce n'est pas le cas, votre contribution sera requise à certains moments relativement à des décisions qui peuvent impliquer des coûts ou une responsabilité financière. On pourrait vous demander de justifier le coût de certains éléments de votre programme de PCI. Je pense qu'il faut se rappeler que la prévention est beaucoup plus rentable que le contrôle. Nous voulons vraiment prévenir les problèmes afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les résidents et les autres dans notre foyer de soins de longue durée et aussi sur le plan financier. Il vaut beaucoup mieux prévenir quelque chose que d'essayer de le contrôler plus tard. Vous devez rester à jour dans votre domaine. Cela fait aussi partie de votre rôle de responsable de la PCI. Intégrer les exigences réglementaires, les normes d'accréditation et les directives actuelles dans vos pratiques, politiques et procédures. Nous avons tous constaté que ces choses peuvent changer. Au cours des dernières années, bon nombre de ces éléments ont changé assez souvent pendant la pandémie. Vous avez peut-être déjà travaillé rapidement pour intégrer des orientations changeantes lorsque c'était possible, mais il sera très important de rester à jour tout au long de votre carrière de responsable de la PCI. Il y aura un apprentissage continu. Vous devez aussi acquérir des compétences générales et des compétences en communication. Nous travaillons beaucoup avec d'autres personnes. J'ai mentionné le rôle de l'éducateur et de l'influenceur. Il sera particulièrement important d'être un communicateur efficace dans certaines situations difficiles ou d'avoir de l'empathie pour les résidents et les familles et de les soutenir et de pouvoir communiquer avec vos administrateurs et d'autres personnes qui participeront à votre programme de PCI.
Vous devrez aussi collaborer et réseauter avec vos pairs. C'est un élément important pour rester à jour dans votre domaine. Par exemple, participez à des communautés de pratique, travaillez avec vos réseaux de PCI, joignez-vous à votre section de PCI Canada ou même trouvez un copain, un mentor ou une personne que vous êtes à l'aise d'appeler pour partager vos problèmes de PCI ou échanger des idées. Vous devez rester à jour dans votre domaine, et ce, de façon continue, car vous êtes la personne ressource pour les questions de PCI dans votre organisme. Cette diapo présente des ressources supplémentaires. Il y aura un cheminement vers le développement de vos connaissances et de vos compétences. Vous ne les développerez pas tout en même temps lorsque vous commencerez à occuper votre poste. Mais sachez qu'il y a des ressources pour vous aider et vous soutenir. Certaines d'entre elles figurent sur cette diapo avec leurs liens. Il y aura plus d'apprentissage continu. Je vais maintenant céder la parole à Boyce, qui animera la séance de questions et réponses ce matin. Merci beaucoup, Sarah et Laurie. C'était super. Et je vois qu'il y a des questions. Nous allons répondre à certaines d'entre elles. Veuillez continuer à poser vos questions dans la fenêtre de questions. Un rappel que l'enregistrement de cette séance et la présentation seront affichés sur notre site Web dédié dans environ 2 semaines. Je vais essayer de regrouper les questions sur le même sujet. Un rappel que cette séance et celle à venir sont des séances d'orientation à l'intention des responsables ou responsables potentiels de la PCI. Vous n'occupez peut-être pas encore ce poste. Et nous ne serons pas en mesure de répondre à certaines questions liées au règlement, comme la loi sur le redressement des soins de longue durée. Notre rôle consiste simplement à vous orienter, puis à vous orienter vers certaines ressources et réponses. Mais ce n'est pas à nous de répondre aux questions liées à ces règlements. Cela dit, je vais répondre à certaines questions commençant par les vérifications. Quelle est la taille des échantillons pour les vérifications? Ça se rapporte probablement à la vérification de l'EPI mentionnée tantôt. C'est une excellente question. On vous donnera un peu plus de détails lorsqu'on examinera des sections précises de notre programme de PCI. Et cela dépend de la taille de l'établissement. L'échantillon doit être de taille suffisante, sur une période assez longue et le faire assez fréquemment au cours d'une année pour pouvoir recueillir ces données. Sarah, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je pense que c'est une excellente question. Lorsque vous faites la vérification des programmes, par exemple, en ce qui concerne l'hygiène des mains ou l'utilisation d'EPI, vous devez tenir compte de certaines choses. Plus l'échantillon est grand, plus il est probable que les données seront représentatives de ce qui se passe régulièrement dans votre établissement. Je ne pense pas seulement à la taille de l'échantillon, mais aussi au moment et à la façon dont vous effectuez votre vérification. Assurez-vous d'avoir des observateurs formés et de vérifier ou d'évaluer les choses de la même façon. Dans de nombreux environnements de soins de longue durée, les activités peuvent être différentes à différents moments de la journée. Les différents corps de travail, peut-être les soirs et les fins de semaine, sont assez différents. C'est donc une bonne idée d'avoir un échantillon de grande taille, mais il faut aussi effectuer des vérifications qui tiennent compte des différents secteurs où des soins sont fournis et des différents moments de la journée. Ceci vous permet d'obtenir des données de la meilleure qualité possible
pour orienter vos activités globales d'amélioration de la qualité. Cela dit, même une séance de vérification individuelle peut offrir des moments d'apprentissage à votre personnel de première ligne s'il a fait quelque chose de mal ou s'il a besoin d'être rassuré. Tu as bien fait ça, tu comprends vraiment la façon de faire et l'ordre à suivre pour te laver les mains. Tu t'es lavé les mains de manière appropriée. Ceci peut aussi offrir beaucoup de valeur au niveau individuel pour ce fournisseur de soins de santé. Il est généralement préférable d'avoir des échantillons de plus grande taille. Certains programmes ont un calcul de la taille des échantillons, comme pour l'hygiène des mains. Différentes tailles d'établissements et différents niveaux d'activité dans un établissement auront une incidence sur la taille minimale de l'échantillon pour vos données. D'accord, merci. Il y a des questions sur les exigences relatives à la certification CIC, comme l'admissibilité des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées. Pouvez-vous en parler rapidement ainsi que du site Web? Oui, c'est ce que j'allais dire. Le responsable de la PCI joue un rôle professionnel au sein de votre organisation. En ce qui concerne les exigences de CIC ou de l'AIPC, ou les exigences pour respecter les normes législatives, je dirais qu'il faut se reporter à ces normes ou au site Web du CBIC parce qu'il y a des critères d'admissibilité différents pour les niveaux de formation professionnelle et l'expérience en matière de PCI. Assurez-vous d'avoir un responsable qui peut renforcer ses connaissances et ses compétences et se tourner vers ses sources externes, qu'il s'agisse d'un ministère chargé des normes législatives ou du CBIC, pour déterminer l'admissibilité à l'examen. Voilà mon conseil. Oui, merci. Je regarde les questions. Il y a des questions sur les rôles et responsabilités, ainsi que les exigences en matière d'éducation en vertu de la loi sur les foyers de soins de longue durée. Le ministère des Soins de longue durée a déjà organisé un webinaire et en planifie d'autres. Je vous suggère donc d'assister à ces webinaires. Ils pourront répondre à des questions sur toutes les exigences en matière d'éducation et de certification dans un délai de 3 ans et par la suite. Toutes ces questions sont liées à la loi sur les foyers de soins de longue durée. Veuillez consulter le ministère et assister à ces webinaires pour pouvoir poser des questions. Prochaine question. Combien d'heures par semaine devrait-on consacrer au programme et aux pratiques de PCI? C'est aussi le rôle et les heures d'écrit dans le règlement approprié. On le trouvera là. Prochaine question. Les responsables de la PCI dans de nombreux foyers de SLD doivent aussi embaucher de nouveaux membres désignés pour travailler dans les activités liées à la PCI. Qu'en pensez-vous? Il s'agit de faire participer le responsable de la PCI à l'embauche de certains membres qui travaillent aux activités de la PCI au foyer. D'accord. Je n'ai pas de directive précise. Différents foyers feront participer des personnes différentes et prendront des décisions différentes en matière de recrutement et d'embauche. Vous devriez avoir un soutien supplémentaire, qu'il s'agisse de médecins embauchés ou de champions de soutien ou d'autres personnes dans votre foyer qui appuient votre programme de PCI. Vous voulez des gens qui s'intéressent vivement à la PCI et qui seront en mesure de l'appuyer et qui sont prêts à en apprendre davantage sur le sujet de la PCI. En général, ils devraient avoir de solides compétences en communication pour travailler avec le personnel et d'autres, si cela fait partie de leur rôle. Mais cela dépendra du rôle de ces gens de soutien, s'ils participent à des activités quotidiennes de surveillance, s'ils enseignent ou appuient les travailleurs de première ligne dans différentes zones du foyer. Cela pourrait vous aider à déterminer les caractéristiques que vous recherchez.
Mais je pense que des gens qui sont passionnés par le sujet et qui veulent vraiment participer à la PCI, qui sont prêts à apprendre et qui ont de solides compétences en communication, seraient des personnes idéales pour ces postes. D'accord, merci beaucoup, Sarah. Alors que nous terminons le webinaire aujourd'hui, je tiens à vous remercier, Laurie et Sarah, de votre exposé et de vos réponses. Je remercie aussi ceux et celles qui ont participé à ce webinaire. C'est une excellente participation et il y a beaucoup d'intérêt. Vous recevrez de notre part un bref sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider à améliorer notre programmation lors des prochaines séances. Enfin, pour accéder à la dernière présentation et voir les prochaines séances confirmées, visitez le site web de SPO et cliquez sur « Présentation ». Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée.